Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Omar Youssef Souleymane, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes poète, écrivain, syrien en exil, français depuis peu. Vous vivez ici depuis une dizaine d'années. Vous avez fui la répression dans votre pays. Une chambre en exil qui est là est votre troisième roman publié chez Flammarion qui dit beaucoup de vous et de votre parcours. La sortie de ce livre a été pour vous un événement important, j'imagine, de cette année. On va y revenir dans un instant. Il y a eu un autre moment plus personnel, je crois, il y a une quinzaine de jours, l'élection présidentielle ici en France. Non seulement c'était la première fois que vous votiez en France à la faveur de votre naturalisation, mais c'était aussi, dites-vous, la première fois de votre vie que ce vote avait du sens. Tout à fait. Donc c'était un cadeau de la vie. C'était incroyable pour un Syrien qui a passé la majorité de sa vie dans un pays dirigé par un régime dictatorial. Et il vote ici en France, comme vous avez dit. Ça fait 10 ans que je vis ici. Et pour moi, c'était la fête à la fin. Vous savez, les Syriens, la facture syrienne était très très chère pour arriver à ce moment. Ce que l'on appelle la démocratie, choisir son président, choisir son parlement. C'était la raison principale pour laquelle il y avait cette révolution syrienne en 2011. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'après toutes ces années d'exil, après cette facture très très chère qu'on avait payée, on vote à l'étranger avec une nouvelle nationalité dans mon nouveau pays qui s'appelle la France. Donc j'étais tellement ému et à la fois je regrette de ne pas appliquer cette démocratie dans mon pays d'origine, la Syrie. Mélange de fierté et de tristesse, on imagine. Parce que vous venez d'où vous venez, effectivement, vous n'avez pas compris qu'autant de Français ne soient pas allés voter. Tout à fait. Vous savez, quand on est né dans un pays de démocratie, on ne rend pas compte quel privilège on a dans ce pays. J'ai pas mal d'amis qui ont refusé de voter, ou ils sont désespérés vis-à-vis de l'avenir français, et surtout après la réaction. Après le premier tour, ceux qui ont dit ni Macron ni Le Pen, je n'étais pas du tout d'accord parce qu'un de deux va passer de toute façon. Et on a toujours cette fenêtre qui s'appelle la démocratie, qui donne vers un avenir meilleur, je pense. Et il faut profiter de la démocratie dans notre pays. Dans ce roman, Une chambre en exil, vous faites dire à votre héros, qui est comme vous, réfugié syrien, lui il est installé temporairement à Bobigny, on va y revenir, c'est à côté de Paris, en Seine-Saint-Denis. Je cite ce que vous écrivez. Un des premiers mots de français que j'ai appris, avec putain fait chier, c'est j'en ai marre. Se plaindre fait partie de la culture française. Un étranger venu du Moyen-Orient remarque cette façon de réagir. Pour lui, ce penchant pour le malheur n'a pas de sens parce qu'il a connu une autre vie, celle d'un pays sans sécurité sociale, sans liberté d'expression, sans démocratie. Pour savoir à quel point on vit bien en France, il suffit de vivre ailleurs. Est-ce que vous diriez que les Français sont ingrats ? Vous savez, râler, ça fait partie de notre culture française. Et justement, comme j'ai obtenu la nationalité il y a quelques mois, j'ai commencé de râler aussi. Vous êtes devenu un râleur à votre tour. Contaminé par se plaindre. Mais ça pourrait être cool, disons. Râler, ce n'est pas quelque chose de méchant. Mais sur l'autre côté, vous savez, ces dernières années, j'ai fréquenté pas mal des Français et des Françaises qui font partie des mouvements de Gilets jaunes. Et une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils me disaient que nous aussi, on vit chez une dictature, mais une dictature masquée. Et ça a répété plus tard avec ce qu'on appelle la dictature de passe sanitaire, la dictature sanitaire, la dictature... moi, je trouve que c'est un discours tellement absurde, complètement, et c'est très très dangereux pour la France, parce que ça donne une sorte de légitimité de régime syrien, quand on compare Macron avec Bachar al-Assad qui a tué plus que 500 000 personnes de son peuple. Et de plus, le plus dangereux pour la France vis-à-vis de ce discours, c'est qu'on ne peut pas renverser une dictature par des manières pacifiques, souvent. Donc, on se demande pourquoi ces gens insistent qu'on vit dans un pays dirigé par un régime dictatorial. Est-ce qu'ils invitent à prendre des armes ? Cette chambre en exil est un roman d'apprentissage, donc celui d'un réfugié qui se retrouve confronté à ce qu'il a fui en réalité dans son pays, le fanatisme religieux. Vous qui ne croyez plus en Dieu depuis votre adolescence, qui avez vu en Syrie les ravages que le fanatisme fait, est-ce que c'est de ça dont vous avez été frappé à votre arrivée en France par le poids de la religion ? Vous savez, aujourd'hui, ma seule communauté, c'est l'exil.
Parce qu'une fois qu'on est exilé, on est exilé à vie. Une fois que je suis tombé à Bobigny, je cherchais à trouver une nouvelle vie, oublier la violence, oublier les islamistes, oublier la radicalisation, la guerre, etc. Trouver un nouveau travail, peut-être trouver l'amour de sa vie, ce que le narrateur raconte dans une chambre en exil. Mais une fois qu'il tombe sur cette ville qui s'appelle Bobigny, il est choqué par des scènes inattendues, c'est-à-dire des fillettes voilées de 9 ans, 10 ans. C'était même dans les villages fanatiques, on ne trouve pas ça en Syrie. On le trouve, mais très très rarement. Les imams qui récupèrent certains quartiers qui sont devenus les porte-paroles de ces quartiers. Je trouve que c'était tellement dangereux parce que ces imams suivent un plan qui était lancé par les frères musulmans dans les années 80-90 partout en Europe pour réunir les musulmans autour d'une identité qui s'appelle l'islam et les séparer de leur propre pays, ici la France ou ailleurs. Ce qu'on avait vécu d'ailleurs dans les pays arabes depuis les années 40, surtout en Égypte. Donc ce que le narrateur raconte, parce que quand il rencontre les imams de Bobigny, ce qu'il m'est arrivé, il le balance ce plan parce qu'il les traite comme un migrant et pas comme un Français, donc ils ont un autre discours avec lui. Ouais, vous montrez un personnage qui est votre double, hein, qui ne trouve pas sa place, qui se heurte, je vous cite, à une communauté arabe centrée sur l'islam, à une certaine gauche qui ne veut pas voir la radicalisation qui a cours en France et qui vous accuse et qui accuse votre narrateur d'être récupéré par l'extrême droite. C'est sans échappatoire ? Tout à fait. J'appelle cette gauche la gauche halal parce que malheureusement, il y a une sorte de complicité entre elle et les islamistes de la France au nom de se défendre contre l'extrême droite, contre les capitalistes, contre les impérialistes. Ils n'ont pas de problème de serrer les mains des assassins ou des soft power des islamistes qui sont un grand danger pour notre pays. Ce qu'il m'arrive souvent quand je critique les islamistes en France ou tout le monde qui sont venus de cet enfer qui s'appelle les islamistes, je parle du Moyen-Orient, ils sont accusés ici en France de cette partie de la gauche comme des gens, soit comme des traîtres, soit comme des gens récupérés par l'extrême droite. Est-ce que le narrateur souffre d'ailleurs par un des personnages qui s'appelle Eva, qui est d'extrême gauche, la gauche halal, encore une fois, et il l'accuse tout le temps de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est la France. C'est elle qui comprend, c'est elle qui sait, parce qu'il le traite comme un migrant, un peu ignorant. Il n'a pas le droit de parler de certains sujets. Et à mon avis, cette partie de gauche pratique un sort de racisme, d'une manière ou d'autre. C'est-à-dire, ils interdisent certaines personnes de parler ici en France, d'exprimer au nom de protéger la liberté d'expression ou la démocratie française. Je trouve que c'est un peu schizophrène quand même. Il y a un peu plus de 11 ans, le 11 mars 2011, débutait la révolution syrienne à laquelle vous avez participé. La guerre en Syrie ne fait plus les gros titres aujourd'hui de l'actualité. Omar Youssef Soleiman, cette révolution a été réprimée par Bachar el-Assad avec une violence sans limite. Est-ce que le président syrien a gagné ? Et par Bachar el-Assad et par les Russes. On va y revenir dans un instant. Voilà. Et donc, le régime syrien n'a pas gagné, à mon avis, parce que ce régime a vendu la Syrie pour les Russes et pour les Iraniens. Aujourd'hui, même la police qui contrôle la vie quotidienne, qui contrôle tout en Syrie, les services de renseignement, sont bleu-syriens. Donc, il n'a pas gagné. Peut-être la mafia, qu'on l'appelle le régime en Syrie, a gagné juste certains quartiers où ils font semblant qu'ils ont toujours le pouvoir. Le Bleu Dangereux, vous savez, il y a 2 semaines environ, il y avait une vidéo qui documente un crime qui est commis en 2013 avec les visages des soldats qui ont massacré 41 civils, 41 personnes de civils de Damas. C'était très clair dans la vidéo qu'ils l'ont jeté dans un trou, puis ils ont brûlé les cadavres. C'est horrible, c'est complètement monstrueux. Et donc ça, c'est une des vidéos, des milliers de vidéos qu'on a documentées vis-à-vis de cette guerre horrible. Et malheureusement, il n'y a aucun jugement. Le régime est toujours ni au moins sur place. Et on n'attend plus qu'il soit jugé. Parce que peut-être, je parle de la majorité des Syriens, ils ont plus d'espoir. La seule façon que ce régime départ, c'est la force syrienne seule. Les Syriens sont seuls face à ce régime, je crois.
En un mot, la guerre en Syrie vous a rappelé votre guerre à vous, en ce sens que vous dites avoir un ennemi commun avec les Ukrainiens, Vladimir Poutine. Bien sûr, il y a une complicité, une solidarité incroyable entre les Syriens et les Ukrainiens aujourd'hui. Beaucoup de Syriens ont envie d'aller en Ukraine pour résister parce qu'on a le même combat, on a le même ennemi qui s'appelle Poutine. Poutine a sauvé Assad en 2014, puis en 2015, a détruit des villes entières en Syrie. Alep est devenue des ruines à cause des Russes, ce qu'on a vu récemment à Mariupol ou ailleurs en Ukraine, et aussi l'exil. L'exil, on ne peut pas savoir ce que c'est lorsqu'on vit. Et donc, on a aujourd'hui 5 millions d'Ukrainiens qui sont devenus exilés pendant même quelques mois, et on a plus que 7 millions de Syriens qui sont exilés à l'extérieur de la Syrie. Donc on partage cette douleur et on partage aussi le même ennemi, on partage la même humanité, je crois, vis-à-vis de cette guerre. Et justement, à propos d'exil, on voulait vous donner l'occasion, Omar Youssef Souleymane, de lire un de vos poèmes que vous avez écrit dans cette belle langue qu'est le français, que vous parlez merveilleusement bien et que vous écrivez incroyablement bien. Je vous laisse, Merci, nous le lire. Ça fait plaisir. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous signons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars, entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons, et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour, qu'un seul exilé appelle ses frères, et le soir se blesse. Merci beaucoup. Il y a un autre poème dans votre livre en filigrane, c'est celui de Paul Éluard, Liberté, écrit en 1942 en clandestinité. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce livre et de votre parcours ce matin. Une chambre en exil, donc, qui est sortie il y a quelques semaines chez Flammarion. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleymane. Très bonne journée à vous.